Vous êtes sur RMC et BFM TV et je reçois Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen, porte-parole du Front National. Vous faites partie des nouvelles figures du Front National et puis vous avez un profil un peu atypique, peut-être parce qu'on porte des préjugés sur le Front National, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes énarque et HEC. Oui. Qu'est-ce que vient faire un énarque et HEC qu'on trouve plutôt dans les cabinets ministériels actuels de Nicolas Sarkozy ou ceux d'avant, aux côtés de Marine Le Pen? Je suis d'abord un militant, qui défend ses idées, qui est un amoureux de la France, un patriote. Et j'estime que la meilleure candidate pour défendre ses idées, c'est Marine Le Pen. Donc j'ai désiré la rejoindre et l'aider dans son combat. Vous travaillez au ministère de l'Intérieur, je crois. Je suis en disponibilité, mais je viens effectivement du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes la taupe, notamment, qui donne à Marine Le Pen les chiffres sur la délinquance? Non. Au ministère de l'Intérieur, il y a 250 ou 300 000 personnes. Et il y a effectivement plusieurs fonctionnaires très courageux qui ont pu donner des éléments, mais ce n'est pas moi. Voilà. Alors, on va parler du programme de Marine Le Pen, puisque vous êtes chargé de la stratégie du Front National. On va parler d'économie, notamment. D'abord, pour commencer, vous savez que l'emploi, ce sera sûrement le sujet principal de la campagne 2012. On va probablement franchir le cap des 10% de chômage pendant la présidentielle. Ça veut dire 3 millions de chômeurs, 5 millions si on ajoute tous ceux qui sont en chômage partiel subi. Qu'est-ce que vous faites pour retrouver de l'emploi français? Écoutez, effectivement, le mandat Sarkozy, c'est 1 million de chômeurs en plus. Alors la solution de l'UMP, c'est on va faire un sommet pour l'emploi le 18 janvier. On a déjà eu 72 sommets pour l'emploi en 10 ans. Donc je crois que ça n'est pas la solution. Le PS va décongeler les emplois jeunes, rebaptisés emplois de génération. En réalité, ces partis-là sont coincés dans leurs vieilles recettes qui n'ont pas marché parce qu'ils refusent d'aller sur les vrais sujets. Et le vrai sujet, c'est bien sûr la question de la réindustrialisation de la France. Parce que la France est devenue un pays sans usine. J'imagine que vous avez vu l'étude qui est sortie dans les Échos, je crois, hier. 900 usines de moins en 3 ans. Tout à fait. Mais 500 en France. De plus en même temps. Il y a eu 500 créations d'usines. Mais les soldes nets, c'est moins 400. C'est moins 400 et c'est 500 000 emplois industriels détruits depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République. Tous les candidats disent comme vous. Tous les candidats disent réindustrialisation du pays. Oui, depuis quelques semaines, à l'approche de l'élection présidentielle, effectivement, on entend M. Bayrou, M. Hollande, l'équipe de Sarkozy. Mais personne ne se donne les moyens parce que la vraie question. Faites-vous alors pour recréer des emplois industriels? Dites-nous. Il faut toute une gamme de mesures, mais la principale mesure, le principal débat, c'est celui du protectionnisme. Il faut évidemment mettre fin à cette concurrence déloyale qui vient de pays comme la Chine, comme l'Inde, mais également des pays d'Europe de l'Est ou du Maghreb ou de Turquie, qui envahissent notre économie, qui font fermer nos usines parce qu'ils nous concurrencent de manière déloyale. Donc il faut évidemment nous protéger comme le font d'autres pays dans le monde. Le Canada, par exemple, c'est une économie plus petite que la France. C'est 2 fois moins d'habitants que la France. Mais le Canada se protège. Le Brésil se protège. Et donc évidemment, il faut que nous nous protégions par des écluses douanières intelligentes, ciblées. Comment vous faites dans le cadre d'une Europe qui nous interdit de mettre des taxes douanières à nos propres frontières? Voilà, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Et donc d'ailleurs, toutes les promesses qu'on pourra faire aux Français pendant la campagne venant de personnes qui ont soutenu cette Europe-là, qui ont voté tous les traités et qui la soutiennent encore, c'est-à-dire tous les autres, UMP, PS, Modem, Verts, seront mensongères parce que vous avez raison. L'article 206, notamment du traité de Lisbonne, il interdit ces protections aux frontières. Et donc nous sommes cohérents. Nous nous donnerons les moyens de cette politique de protection aux frontières en remettant à plat ces traités. Donc vous dénoncez les traités, vous en sortez? Non, il est tout à fait possible de les renégocier. Vous voyez, un pays comme le Royaume-Uni, lorsqu'il n'est pas d'accord avec certains éléments des traités parce qu'ils vont contre son intérêt national, parce qu'ils vont contre l'emploi, il n'accepte pas ces éléments. La France doit faire pareil. La France doit défendre ses intérêts nationaux. Ça va très mal aujourd'hui. Il est fortement endetté. Le Royaume-Uni sort de 10 ans de croissance supérieure à la France parce qu'il n'a pas eu ce boulet accroché au pied qui s'appelle l'euro, la monnaie unique. Le Royaume-Uni a été touché par la crise comme les autres, d'autant que c'est une économie très financière, mais le Royaume-Uni s'en sort beaucoup mieux et sort beaucoup plus vite de la crise que nous parce qu'il se donne les moyens de défendre ses intérêts nationaux. Donc la question du protectionnisme, c'est la question essentielle de cette campagne. Et tous les discours électoralistes que vous entendrez sont des discours mensongers si on ne pose pas cette vraie question et si on ne pose pas donc la question de l'Europe. Alors il y a une contradiction dans l'affirmation du protectionnisme, vous le savez, c'est que logiquement, si on met des taxes aux frontières, si on empêche des produits à bas coût de rentrer dans notre propre pays, on va renchérir considérablement le coût des produits pour les consommateurs. Or vous savez qu'aujourd'hui, le souci des Français, c'est leur pouvoir d'achat. Oui, mais ça c'est une vision qui est la vision du système. Alors on essaie de faire peur aux Français en disant les prix vont augmenter, les prix à l'importation. Objectivement, si vous mettez des taxes aux frontières, le prix des produits augmente. Vous êtes d'accord? Oui, mais non, pas du tout. Je vais vous expliquer ce que c'est que le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est les prix, mais c'est aussi les salaires ou c'est l'emploi. Aujourd'hui, les Français sont soit au chômage, soit voient leur salaire stagner parce qu'il y a une pression à la baisse sur leur salaire à cause de cette concurrence déloyale. Et donc évidemment, si vous engagez un vaste plan stratégique de réindustrialisation,
réindustrialisation de la France, de reconquête de l'emploi et des usines, évidemment, vous allez donner de l'emploi et vous allez faire augmenter les salaires et mettre fin à cette pression à la baisse sur les salaires. Donc le consommateur sera gagnant. Et par ailleurs, sur la hausse des prix, excusez-moi, mais le premier facteur de hausse des prix, et tout le monde le sait depuis des années, mais ce sont les amis du pouvoir, donc personne n'en parle. C'est évidemment la grande distribution. Parce que le t-shirt chinois que vous retrouvez vendu 10 €, alors que cette grande distribution, cette marque de grande distribution l'a acheté 27 centimes, il y a peut-être un petit problème de marge. Et la vraie question, c'est de s'attaquer à ces marges, marge avant, marge arrière de la grande distribution. C'est une politique qui doit être menée en parallèle de cette politique de mise en place de protection aux frontières. Et enfin, j'explique très clairement les choses. J'ai toujours dit, et Marine Le Pen l'a toujours dit, nous voulons des quotas d'importation et des écluses douanières comme le font les autres pays du monde, ciblés en fonction de normes sociales, sanitaires, environnementales, qui ne toucheront donc pas toutes les importations, mais qui toucheront les pays qui nous concurrencent de manière déloyale. Pas les autres. Nous sommes pour la concurrence lorsqu'elle est loyale. Et vous croyez qu'on peut réindustrialiser complètement le pays, c'est-à-dire qu'on peut refabriquer des téléviseurs écran plat, qu'on peut refabriquer d'ordinateurs, mais qu'on bien peut tout sûr, faire ça en mais France? la France est la 5e puissance économique mondiale. La France est un vivier de talents, nos seniors notamment. Nos seniors qui étaient des ouvriers qualifiés, qui étaient des bons ingénieurs. Il y a chez eux énormément de compétences, de savoir-faire qu'il ne faut surtout pas perdre. Et Marine Le Pen a dit que dans son plan stratégique de réindustrialisation, elle ferait en sorte que les seniors qui sont près de la retraite et qui sont souvent jetés du marché du travail dans la situation actuelle ou qui sont déjà en retraite depuis quelque temps pourront participer à cet effort de réindustrialisation vis-à-vis de nos jeunes qui aujourd'hui pour un quart d'entre eux sont au chômage. Les retraités au travail. C'est un défi que nous leur proposons, voilà. Nous leur disons, vous avez votre place dans la réindustrialisation. C'est pas simplement les retraités. Travail pour ceux qui cherchent un emploi et qui ne sont pas à la retraite. Vous voulez en plus mettre sur le marché du travail les retraités? C'est pas les retraités forcément dont je parle, mais aussi les seniors qui ont 53, 54, 55 ans. Non, vous n'avez pas des retraités. Il y a aussi les jeunes retraités qui peuvent avoir leur part s'ils sont volontaires. Mais les seniors aujourd'hui, qui sont jetés du marché du travail alors qu'ils ne demandent absolument pas à être mis en retraite, eux ils demandent à travailler. Eh bien ces gens-là, ces seniors-là qui sont trop souvent au chômage, nous leur proposons de faire valoir leurs compétences pour que surtout le savoir-faire industriel, le savoir-faire artisanal, agricole, français ne se perde pas. C'est ça l'essentiel. Et cela bénéficiera à nos jeunes. Parce que le chômage des jeunes, c'est une question absolument dramatique. Vous savez que 23% des jeunes français aujourd'hui sont au chômage, un des records d'Europe. Eh bien la réindustrialisation, qui est le plan de Marine Le Pen, profitera d'abord aux jeunes. D'abord aux jeunes. Donc il y a votre idée du protectionnisme, il y a aussi votre idée de la sortie de l'euro. Pour vous, l'euro c'est fini? Ah bah l'euro est fini parce que l'euro n'est pas une monnaie viable et beaucoup de prix Nobel depuis longtemps d'économie le disent et beaucoup d'économistes français le disent. Je crois que vous-même vous organisez un débat sur la question. Demain sur BFM TV et RMC à la même heure, on aura deux économistes, l'un qui dit et ça c'est une très bonne chose qu'il y ait un débat. Bien sûr, il y a des économistes qui expliquent que l'euro n'est pas viable. Ce que nous disons, très simplement, ce que Marine Le Pen dit depuis des mois, à l'époque, au début, il y a plusieurs mois, souvenez-vous, sous les railleries, parce qu'on lui disait « Mais non, Madame Le Pen, il n'y a pas de problème avec l'euro, tout marche bien. » Et puis on voit qu'à chaque fois, patatras, ça retombe. Ce que nous disons, c'est qu'il faut anticiper la fin de l'euro et ne pas la subir. Sans que ce soit le chaos. Il faut anticiper la fin de l'euro et ne pas la subir. Faire comme les grandes entreprises le font. On a appris avant-hier qu'Adidas avait mis en place un plan de fin de l'euro, de préparation au retour des monnaies nationales. S'y préparent parce que c'est leur devoir. Les grandes banques le font. Au cas où ça casse, elles sont obligées de se préparer à avoir une L'État britannique se prépare, parce que l'État britannique il sera impacté aussi. Les banques centrales irlandaises se préparent, suisses, grecques, et la France ne fait rien. Il faudrait que l'État français soit le seul à ne pas se préparer, à être le plus mauvais élève de la classe. Non, il faut évidemment sortir de l'idéologie parce qu'aujourd'hui, vous y préparez, on refuse ce débat, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir, vous demandez immédiatement au sein de l'Europe à sortir du système de l'euro? Il y a plusieurs scénarios possibles. Est-ce qu'en avril ou en mai prochain, l'euro existera encore? Au rythme où vont les choses? Est-ce que vous en êtes certain? Pas du tout. Peut-être que l'euro aura déjà disparu. Et j'espère que la fin de l'euro se sera faite dans l'organisation comme nous le proposons et non pas dans le chaos et la précipitation et la désorganisation comme l'UMP et le PS veulent le faire puisqu'ils refusent de voir par œillère idéologique la fin de l'euro. On ne sait même plus pourquoi, on ne comprend même plus pourquoi en réalité au gouvernement, à l'UMP et au PS, on refuse d'aborder cette question. Ça devient incompréhensible parce que c'est une question qui est partout, c'est un débat qui est dans toutes les entreprises, qui est dans tous les pays étrangers et en France on a un espèce de gouvernement autiste, on a un système de ce que Emmanuel Todd appelle, et je suis totalement d'accord avec lui, une fossilisation mentale des élites.
les élites françaises sont fossilisées mentalement, elles refusent de voir la réalité. Eh bien non, effectivement, il faudra préparer cette fin de l'euro, organiser les choses. Après la pause, on va parler ensemble de l'accession au pouvoir. On avait l'impression que finalement, quelque part, Jean-Marie Le Pen avait vraiment souhaité accéder au pouvoir. Vous allez nous dire si votre candidate veut un jour gouverner et comment elle va y arriver, avec quels alliés. Il est 8h43. 2012. Nous sommes avec Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen et l'un des 5 porte-parole du Front National. Avant de parler de votre stratégie de conquête du pouvoir, 3 questions, c'est des sujets d'actualité. D'abord, la loi sur le génocide arménien, la pénalisation de sa négation. Est-ce que vous auriez voté ce texte ? Non, moi je partage l'avis de beaucoup d'historiens comme Pierre Nora qui a publié une tribune dans Le Monde là hier. Je considère que ce n'est pas aux parlementaires de faire l'histoire, d'écrire l'histoire, c'est aux historiens de le faire. Il faut arrêter avec ce genre de loi qui en plus crée des divisions entre les communautés, crée une espèce de concurrence malsaine entre les victimes. Et donc non, évidemment, je n'aurais pas voté cette loi. Et puis excusez-moi, il y a d'autres priorités en ce moment. Il y a un chômage qui explose, le pouvoir d'achat. Vous comprenez par exemple on a d'autres choses à faire. L'agacement des autorités turques. Évidemment, et puis en plus on se brouille effectivement avec une grande puissance pour des raisons qui sont peut-être même un peu électoralistes à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est quelque chose de malsain et je n'aime pas du tout ce débat. Alors on a noté tous évidemment je peux parler de rapprochement, mais en tout cas les signes, les gestes du Front National à l'égard d'Israël. Il y a eu la visite de Louis Alliot en Israël, il y a aussi la rencontre un peu en catimini de Marine Le Pen et de l'ambassadeur d'Israël. Pourquoi vous faites ça ? Est-ce que c'est pour... je vais vous poser clairement la question. Est-ce que c'est par anti-musulman que vous dites que vous allez donner des signes, par exemple, à la communauté juive de France ? Non, mais la rencontre de Marine Le Pen aux États-Unis avec l'ambassadeur aux Nations Unies n'était pas du tout en catimini. Elle s'est même faite. Il y a même eu des interviews de l'ambassadeur. Il a dit qu'il était un peu plus... Ah oui, alors après, effectivement... il a dit il s'est trompé de On a essayé de nous faire croire que voilà, c'était un ambassadeur pourtant chevronné en fin de carrière, qu'il avait vu de la lumière et que tel Simplet qui voit Blanche-Neige dans la forêt, il entre dans une pièce. Non, mais ça, c'est pas crédible. Ce rapprochement avec Israël, c'est pour faire oublier le fait qu'une partie, quand même, des militants du Front National se revendiquent de... Non, c'est simplement, c'est pas un rapprochement avec Israël, c'est simplement le fait qu'effectivement, le Front National, Marine Le Pen, est un parti qui se normalise totalement, et c'est totalement normal, parce que c'est un parti qui est extrêmement démocratique et républicain, et donc il entre de bonnes relations avec tout le monde. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc vous voulez qu'on cesse de vous lier à certains partis d'extrême droite français qui ont été antisémites ? Nous n'avons rien à voir avec ça, rien à voir avec l'extrême droite, rien à voir avec tout ça. Nous sommes un parti éminemment républicain et démocrate, peut-être même le plus républicain de tous, parce que nous respectons, vous voyez, quand il y a des référendums, quand les Français disent non à la Constitution européenne, quand l'UMP, le PS, le Modem et les Verts revotent oui derrière au Parlement dans leur dos et rebaptisent ça le traité de Lisbonne, eh bien nous trouvons ça scandaleux et nous sommes les seuls à dire qu'il faut respecter la parole et le vote surtout des Français, et donc nous sommes peut-être même les derniers républicains. Vous êtes l'image du fait que le Front National désormais veuille devenir un parti de gouvernement. Vous êtes haut fonctionnaire. J'imagine que si vous avez rallié Marine Le Pen, c'est pour être au pouvoir un jour ? L'objectif, c'est évidemment que nous soyons au pouvoir, que Marine Le Pen soit président de la République pour y appliquer nos idées, parce qu'il faut d'urgence changer de politique, parce qu'on voit bien que 30 ans de fausse alternance UMP-PS, 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 le balancier éternel qui ne change rien, eh bien ça fait beaucoup de mal à la France et aux Français. Et donc il faut changer les choses. Oui. Avec qui vous gouvernerez ? Qu'est-ce que vous pensez par exemple des tenants de la droite populaire, des Lucas Mariani, ou Éric Ciotti ? Est-ce que vous leur dites de vous rejoindre ? Mais s'ils étaient dans une démarche sincère de défense de leurs convictions, ils nous auraient déjà rejoints. On voit bien que ces députés UMP sont là dans un but très électoraliste. Ça fait rire tout le monde aujourd'hui d'ailleurs, plus personne n'est dupe. Le but, c'est de faire croire qu'on parle comme le Front National et Marine Le Pen pour refaire voter Sarkozy finalement en 2012. Tout le monde l'a compris. Ces députés-là, vous me citez de la droite populaire, ils disent qu'ils sont contre l'immigration, mais ils soutiennent un gouvernement qui a fait en 2010, chiffre officiel, entrer 203 000 étrangers légaux en France, soit 80% de plus que sous Lionel Jospin en 2000. L'immigré, c'est toujours votre bête noire. Mais non, mais c'est pas du tout l'immigré, c'est l'immigration qui est un problème, parce que ça pèse à la baisse sur les salaires, tout le monde en convient, d'ailleurs même des Français qui votent à gauche. Et la droite populaire fait croire cela, elle fait croire qu'elle est pour la sécurité, mais elle vote tous les ans des budgets, et encore là pour 2012, qui suppriment 3000 postes de policiers et de gendarmes. Quelle est la cohérence ? On voit bien que ces gens-là ne sont pas cohérents. Ils sont là dans une démarche strictement électoraliste. Plus personne n'est dupe. Évidemment, ces gens-là sont là pour essayer de refaire le coup de 2007, mais on ne fait pas le coup deux fois.
Vous préparez un plan de réduction de la dette de la France, ça va être annoncé le 12 janvier, je crois, par Marine Le Pen. Tout à fait. Simplement, on ne comprend pas très bien. Vous prenez pour notamment l'augmentation des dépenses publiques, vous dites qu'on a supprimé trop de fonctionnaires, notamment de police. Oui. Est-ce que vous allez continuer à accroître les déficits ? Non, et il faut simplement, c'est une question assez simple, il y a de la bonne dépense publique et de la mauvaise dépense publique. C'est pas très simple, tout le monde s'y est cassé les dents depuis pas mal d'années. Oui, mais nos gouvernements se cassent les dents sur tous les sujets, donc c'est peut-être qu'ils sont nuls. Mais en tout cas, il y a une question de dépense publique, il y a une bonne dépense publique et une mauvaise dépense publique. La santé, la sécurité, l'éducation, la justice, c'est de la bonne dépense publique. Et c'est celle que Sarkozy sabre à coups de hache. C'est pas ça qu'il faut le faire. C'est quoi la mauvaise dépense publique ? La mauvaise dépense publique, c'est celle qu'on laisse prospérer, excusez-moi, mais tous les gaspillages de la fraude sociale évalués par un rapport parlementaire de juin dernier à 20 milliards d'euros. Pourquoi on n'a pas encore fait la carte vitale biométrique qui permettrait d'économiser 1 milliard d'euros par an de fraude sociale ? Pourquoi on ne l'a pas fait ? C'est incompréhensible. Pourquoi on ne lutte pas contre les dérives de la décentralisation ? On sait, tous les rapports de la Cour des comptes le disent chaque année, la décentralisation c'est 4 milliards d'euros de doublons en plus entre intercommunalité et communes. Pourquoi on ne fait pas de réforme ? Vous revoyez la décentralisation, vous refaites on simplifie tout ça et puis on arrête de donner du pouvoir à des petits roitelets locaux qui sont là pour dépenser toujours plus, pour faire du clientélisme électoral, tout le monde le sait. Voilà, il y a d'autres dépenses. Les questions d'immigration sont très coûteuses. L'aide médicale d'État réservée aux clandestins. Certains rapports disent que les immigrés apportent davantage au budget de la sécurité sociale, notamment parce qu'ils sont plus jeunes, ils ont plus d'enfants et quelquefois ils contribuent davantage effectivement au financement de la sécurité sociale qu'ils ne coûtent. Oui, ça c'est très crédible. Je vous le dis qu'il y a je sais qu'il y a ce genre de rapports qui sont commandés généralement par le ministère des Affaires sociales. Non, mais il y a moins ils cotisent davantage, par exemple, pour leur retraite qu'ils ne touchent de pension retraite. Ce sont des populations qui sont plus souvent au chômage, qui souvent cotisent moins. C'est évidemment plutôt un poids financier pour le pays. Le rapport de M. Gourevitch, qui est universitaire, estime que c'est 32 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an. Et l'aide médicale d'État créée par Jospin en 2000. Pourquoi Sarkozy l'a laissé prospérer ? Cette année, ça va être 700 millions d'euros par an. Une aide médicale d'État réservée aux clandestins, donc à des gens qui sont en situation irrégulière. 700 millions d'euros par an. Et à côté de ça, on nous annonce là, 1er janvier, une augmentation des mutuelles pour tout le monde, qui va toucher notamment les petits retraités. Mais c'est scandaleux. Alors voilà des vraies dépenses qu'on peut sabrer, mais ça, on ne le fait pas. Et alors, soyons concrets, la fonction publique, par exemple, dont vous faites partie, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France aujourd'hui ? Il y a une expansion de la fonction publique territoriale qui est hors contrôle. Voilà, la fonction publique des collectivités territoriales, notamment des régions. Je crois qu'elle a augmenté de 110% en quelques années, des départements, des intercommunalités, j'en parlais tout à l'heure. Oui, effectivement, il faut que les préfets, c'est dans notre projet, parce que nous avons mis en ligne un projet, j'appelle tous les téléspectateurs et auditeurs à aller le voir, qui explique que le préfet dans les départements doit mettre en place avec les élus locaux un plan de stabilisation, voire de diminution des effectifs. En revanche, avoir supprimé 22 000 postes de policiers et de gendarmes depuis 2005, comme l'a fait Sarkozy, un record sous la Ve République, ça, c'était pas un bon choix. Supprimer chaque année 15 000 postes d'enseignants, professeurs et professeurs des écoles, ça n'est pas un bon choix. Voilà, il faut stabiliser les effectifs. Vous êtes d'accord avec François Hollande qui, par exemple, a dit vouloir recruter... Ah non, parce que François Hollande, lui, d'un coup de baguette magique, il va recréer 80 000 postes de professeurs. 60 000. Ou 60 000 ou 67 000. Non, ça n'est pas crédible. Nous avons dit très clairement qu'il fallait stabiliser les effectifs. On arrête le 1 sur 2. On remplace les départs en retraite dans l'éducation nationale, mais en revanche, on ne crée pas d'effectifs en plus parce qu'on n'en a absolument pas les moyens. Il y a peut-être des marges d'ailleurs au ministère de l'Éducation nationale en administration centrale. Là, il faudrait creuser. Là, il y a certainement des marges. Vous parliez des préfets tout à l'heure. Marine Le Pen avait écrit, on s'en souvient, une lettre à tous les préfets. Est-ce qu'elle a reçu des réponses ? Elle a reçu quelques réponses, c'est vrai ? Tout à fait, oui. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire que ce sont des préfets courtois, républicains, qui ont pris acte de sa lettre et qui l'en remercient et qui je vous dirai pas évidemment qui sont ces préfets parce que ça pourrait être problématique pour eux, mais Marine s'est déjà exprimée sur le sujet, effectivement, elle a eu quelques réponses. Est-ce que vous vous sentez armé en termes justement de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires ou de personnalités de la société civile pour gouverner, est-ce que vous avez des bataillons prêts à prendre les commandes ? Nous avons dans notre équipe de campagne 44 conseillers politiques de Marine, au-delà du parti, parce que ça c'est vraiment l'équipe de campagne, et parmi ces membres de l'équipe de campagne, nous avons d'éminents professeurs d'université, par exemple Gilles Le Breton, qui est une éminence de l'université française, qui a écrit tous les manuels de droit constitutionnel, de droit public. Nous avons un ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement, Bertrand Dutheil de La Rochère. Pas trop de name dropping, comme on dit, ne dites pas trop de noms, parce que quelquefois vous donnez des noms en pâture et après les personnes se rebiffent. Par exemple, vous avez vu que Yvette Horner sont en ligne sur Internet, il n'y a aucun problème. Yvette Horner affirme qu'elle ne soutient pas Marine Le Pen comme l'y appelait Gilbert Collard. Hein. Oui, j'ai vu ça, mais c'est bien dommage, moi j'aime beaucoup Yvette Horner.
Je sais que chez elle a une pièce entièrement bleu-blanc-rouge. Je sais qu'elle est très très patriote. Il y avait déjà eu des reportages sur elle. Elle explique que c'est pas pour autant, c'est dans le Parisien aujourd'hui. Oui, mais je ne désespère pas de. Voilà, on va peut-être essayer de la convaincre, mais il y a. Vous savez, nous, on ne veut pas faire une. Et je mets pas Yvette Horner dans cette catégorie parce qu'Yvette Horner elle est très française, mais on ne veut pas faire une campagne strass et paillettes à la Jack Lang. On peut être très français et pas être au Front National. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Mais nous, on cherche pas des stars, on cherche pas strass et paillettes. On cherche à avoir la société civile, à avoir des gens dans leur domaine, dans leur secteur qui sont des experts. Et nous en avons beaucoup. J'invite encore une fois tout le monde à aller voir l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Il y a des gens très brillants dans leur secteur et des gens qui connaissent le terrain en plus. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à vous. Vous voulez une nouvelle figure du Front National. On voulait vous rencontrer. Merci beaucoup à vous. Merci.